Alors les sexophiles, on poursuit notre histoire de la sexualité avec le professeur Jade, docteur en psychologie, enseignante au Cégep. Bleu Nuit est en retour en classe. On a le cours 1 de l'histoire de la sexualité, le premier cours que donne Jade au Cégep. On a déjà fait un beau parcours, là, si on résume un petit peu, on est parti du début de l'histoire de la sexualité, la préhistoire. On a parlé de ce que c'est être nomade et sédentaire et ce que ça peut faire justement au changement de société. On a parcouru rapidement l'Antiquité. Alors là, si on boucle l'Antiquité, on est rendu sur chronologiquement, on arrive proche là, à l'an zéro. Exactement. Voilà. On débute l'ère chrétienne. L'ère chrétienne. Ouais. Puis là, je pourrais vous en parler pendant des heures de l'ère chrétienne, mais si je le résume d'une façon un peu exagérée puis humoristique, OK? Mais le fun est fini. Oui, parce que justement, on avait commencé commencé la fin de l'Antiquité en commençant à parler de répression sexuelle avec les Juifs. Et voilà, là, on arrive à la naissance du Christ. Et là, le fun est pas mal... Oui, parce que dans la vision de la religion, ben, c'est l'homme qui possède la raison, l'esprit, la spiritualité et l'âme. Et c'est la femme qui, elle, possède le corps, mais un corps qui est tentant et dégoûtant. Elle est la tentation. Et souvent, tu en as parlé tantôt des deux visions de la femme. Tu sais, dans la religion chrétienne, il y a deux visions dichotomiques complètement opposées de la femme. Alors, soit c'est Ève, la tentatrice. Oui. Tu sais, puis là, je vais vous faire l'histoire de l'Éden façon Jade, OK? Mais vraiment façon Jade. Puis tu sais, vraiment, quand je fais des commentaires sur les religions, je ne parle pas du texte religieux et je ne juge pas les gens qui pratiquent ces religions-là. Parce que si tu prends la Bible, le Coran, ou la Torah, les livres religieux, plupart du temps, les textes originaux prônent davantage l'amour puis l'acceptation que le contrôle, la répression, etc. C'est plutôt des groupes extrêmes qui ont utilisé les textes religieux, qu'ils ont interprétés, qu'ils ont rendus, ils impliquent d'une façon intégriste. Et ça existe dans toutes les religions. Oui. Puis ça a été dans le but de contrôler la population. Dans un but très patriarcal. C'est ça. La plupart du temps. Contrôle. Okay. Fait que Ève et Adam étaient dans l'Éden, le paradis perdu. Ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Okay? Puis à un moment donné, il y a un serpent qui est passé, puis il a dit « Ève, as-tu vu dans cet arbre-là, il y a un fruit. Ça, c'est le fruit interdit. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Si tu le croques, tu vas tout catcher. Ève a fait « Ah ouais! » Elle est allée pogner la pomme, elle a croqué. Puis là, elle a fait « Ah mon Dieu, mais je suis une femme. Adam est un homme et il est nu. » Puis là, il a sauté dessus, puis elle l'a violé. Écoute. Péché originel. Oui. Donc, le premier péché de croquer le fruit interdit et de croquer Adam a été commis par une Ève, femme. la femme, tu sais, fait que cette idée-là. Donc, Ève, la femme qui était tentatrice. qui était en fait venue d'une côte d'Adam. Oui. Mais l'idée de la femme tentatrice, cochonne, tu sais, sexuée. L'autre vision de la femme, c'est la Vierge Marie. Qui, elle, selon la tradition chrétienne, mais c'est la femme parfaite. Elle est tombée enceinte de Jésus sans même coucher avec Joseph. L'opération du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Bon, permettez-moi d'en douter. Oui, écoute, voilà. Je pense qu'on en doute tous. Mais bon. D'une façon générale, si on veut résumer la vision de la sexualité dans l'ère chrétienne qui a commencé autour de l'an 0 puis qui s'est poursuivie là, pendant des siècles et des siècles, c'est une vision négative. Oui. La sexualité, il y en a même, on a parlé de l'expression, la sexualité est une regrettable nécessité. Wow. Nécessaire à la reproduction, regrettable, parce que si on pouvait faire comme la Vierge Marie, ça serait super. Ça serait génial. Et donc, en gros, on est dans le patriarcat renforcé, le célibat, la chasteté. On dit aux gens, n'ayez pas de comportement sexuel, mais même de pensée sexuelle. Vous devez vivre dans la vertu. L'idéal... Tu vas aller en enfer. Mais c'est toujours ça. L'idéal, ce serait que tu sois chaste et que tu deviennes une personne religieuse qui reste chaste toute ta vie. Mais si tu n'es pas capable, ben marie-toi le plus sacré. Pour avoir la sexualité en dehors de ce péché-là. Puis là, rendu là, ça va être ton mandat, une fois marié, c'est de t'assurer la production. Tout à fait. Fait que là, on est dans une période de répression sexuelle où tout va devenir un péché, tout devient interdit, la masturbation, la contraception, l'avortement, l'homosexualité, le plaisir, les positions. La seule chose qui était permise, c'est un homme marié avec sa femme en position du missionnaire pour faire des bébés, si possible, sans fun.
Ouais. Sans plaisir. Sans plaisir, Exactement. le moins de plaisir possible. Oui, exactement. On s'exécute. Oui. Dans C'est dingue. C'est spécial, hein? Puis là, on remonte il y a 2000 ans. Puis, écoute, Mais tu peux te promener dans le monde, puis encore beaucoup Ben, c'est ça, d'endroits j'allais où on est dire. là-dedans, là. Tu sais? Oui, mais Oui, là, tout à fait. Au cours du Moyen Âge, ces idées-là ont continué, ont même pris de l'ampleur. Oui. L'Église est devenue de plus en plus intervenante ou à essayer de prendre le contrôle de la sexualité. Des familles. On a notamment commencé à faire des mariages de plus en plus précoces, justement pour empêcher le péché. Tu sais, tu disais tantôt à 14 ans, etc., ben, Oui. dans le Moyen Âge, on mariait les gens très jeunes. Encore aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où les mariages précoces, là, c'est intéressant quand tu vois une map du monde où à quel âge légalement on a le droit de marier les personnes. C'est assez particulier. Il y a un super bel organisme à but non lucratif, à but non lucrative. exactement, merci, Pas de souci. qui ont un beau site internet, ça s'appelle Too Young to Wed. Oui. Trop jeune pour se marier. Ils dénoncent cette réalité-là. Laissez-moi vous donner je cherche dans mes feuilles un petit chiffre à OK. vous donner sur les mariages arrangés. On estime qu'à chaque année, présentement, il y a plus de 10 millions de filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans. 10 millions. 10 millions par année. Certaines très, très jeunes, notamment au Yémen, où les jeunes filles vont être mariées dès l'âge de 8 ou 9 ans à des hommes très vieux qui agissent d'abord comme leur père. Et ils considèrent aussi que plus jeune est la mariée, mieux c'est parce qu'elle va pouvoir être moulée par son mari et donc très soumise, donc une bonne femme, tu sais, qui va me porter l'honneur de la famille. Mm-hmm. Donc, voilà. Enfin. Ouais, c'est pas super évident. Il y a eu aussi peut-être, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mentionner? Donc, on veut maîtriser la sexualité, maîtriser le péché, marier les gens le plus jeunes possible. Pour éviter qu'ils soient dans le péché. Exactement. On a l'Église, donc, qui intervient beaucoup. On avait même des fois des cérémonies de mariage où la noce au complet allait assister à la nuit de noces, le curé inclus, on regardait les nouveaux mariés consommer l'union, s'assurer que la femme vierge saignait. Avec le drap qu'on suspend sur la corde à linge, avec la tache de sang pour s'assurer ça que a encore cours dans certaines cultures oui, aussi présentement. Et il y a eu... Parfois, on parle aussi d'intervention des seigneurs dans certains fiefs. Tu sais, quand on avait l'idée des fiefs avec le seigneur, dans certains endroits, le seigneur avait la priorité sur la virginité des femmes dans son domaine. Fait que quand des paysans se mariaient entre eux, le seigneur pouvait arriver et prendre la virginité. On n'appelle pas ça une espèce de droit de cuissage. Exactement, le droit de cuissage. Le film Braveheart, Cœur de lion avec Mel Gibson, c'est vieux, là, mais c'était ça l'histoire. Oui, hein, je pense en fait, c'est ça, sa femme s'est fait prendre violer par le Seigneur et passe le reste du film à essayer de se venger. Oui. Si je le résume vraiment. Fait que l'honneur de sa femme. Ouais, en même temps, si c'est un viol, enfin. Ouais. Après ça, j'ai envie de parler un peu au cours de le Moyen Âge, on a cette période un peu noire. Entre le Moyen Âge et la Renaissance, on continue à être dans une certaine noirceur sexuelle. Vraiment, on est dans une rigueur morale. L'Église essaie de contrôler la sexualité, l'État aussi. Et est apparue l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Oh mon Dieu! Donc, la chasse aux sorcières, l'Inquisition, ça a été tout un mouvement religieux. On essayait de débusquer le mal et le péché. Et il pouvait souvent prendre la forme de péché sexuel. Et donc, il y avait même un livre qui a été publié qui s'appelait le Malleus Maleficarum. C'était le marteau des sorcières. Comment, pour un prêtre, bien reconnaître les sorcières. OK. Et puis, c'était pas compliqué. Hein, comment? Rappelle-nous le nom. Le marteau des sorcières. Et en Malleus Maleficarum, je crois. Wow. Je crois. Et donc, tu sais, c'était pas compliqué d'être accusé de sorcellerie. Des mendiants, des personnes avec des problèmes de santé mentale, etc., mais surtout beaucoup de femmes ont été accusées de sorcellerie. On parle de millions de femmes. Il suffisait, par exemple, d'être une femme un peu avec la tête forte, qui n'était pas soumise à son mari. Une femme aussi si tu voulais te débarrasser de quelqu'un à l'époque, la meilleure chose, c'était d'accuser de sorcellerie. Parce qu'en fait, ce qui arrivait, c'est qu'à ce moment-là, la personne était présentée devant le tribunal de l'Inquisition, qui était un genre de faux tribunal religieux où on torturait les gens jusqu'à temps qu'ils avouent n'importe quoi. Ouais. Et là, on les emprisonnait à vie, on les torturait, on les exécutait. Et on faisait même des tests là, complètement absurdes. Un des tests qu'on faisait pour vérifier si une femme était sorcière, c'était le test de la flottaison. Et il se basait à l'époque sur une nouvelle connaissance de la métallurgie, notamment quand il faisait fondre l'or. Puis, ce qu'ils avaient remarqué, c'est que l'or pur coulait au fond. Donc, ils se sont dit, l'âme, c'est pareil. Fait que ce qu'ils disaient, c'est, OK, toi, madame, on t'accuse de sorcellerie, tu dis que tu es innocente, on va faire le test de la flottaison. Ça veut dire qu'on va t'attacher, puis on va te pitcher dans le lac. Puis là, si tu coules,
ça veut dire que ton âme était pure. Tu vas aller direct au paradis. Et si tu flottes, c'est la preuve que ton âme est impure, on va te brûler sur le bûcher. Tu vois un petit peu le genre de aucune issue possible. Ah non, écoute. Fait qu'il y avait plein de genres. Et donc, des milliers, voire des millions de personnes ont été exécutées dans ce mouvement de persécution-là. Et puis C'est drôle, juste une petite parenthèse, parce que on a des images, on a parlé de toute cette... on en parle tout juste, là, de toute cette... ce massacre féminin. Et j'ai eu un petit flash que j'ai eu envie de partager. J'ai eu un petit flash en pensant au Puits des Vierges, la société aztèque, qui, si tu descends, tu peux encore voir les magnifiques ruines au Mexique. On parle de Teotihuacan. En fait, le Puits des Vierges, on est plutôt dans le coin de Mérida. Et puis, tu vas sur le site et tu peux aller visiter le temple à Plume. Et à côté du temple en question, tu as une espèce de magnifique gros puits d'eau. Et on faisait le massacre des vierges, où on les pitchait dans l'eau, ces vierges-là. Et puis si, après une semaine, tu étais encore en vie, ben là, tu avais quelque chose d'impossible, on s'entend-tu, mais tu devenais une espèce de déesse. Et sinon, on faisait juste te sacrer à l'eau. Et parce que tu es vierge, en plus, cette espèce de rituel, en tout cas, qui est complètement dément, là, mais que je vois encore, cette espèce d'utiliser la femme à des biens de s'approprier, l'espèce de rectitude ou de dureté et d'offrande. Voilà. C'est intéressant que tu donnes cette anecdote-là parce que de plein de façons, la virginité des femmes a été utilisée de façon rituelle, traditionnelle, sacrificielle, etc. Et ça, et voilà. Tout à fait. Maintenant, je vais parler un petit peu du siècle des Lumières. On parle du siècle des Lumières parce que la lumière est un peu arrivée au niveau de la science, mais aussi au niveau de la société. Pas d'un coup. Hein. On s'entend que, on peut voir un certain mouvement d'ouverture, mais beaucoup dans la noblesse et l'aristocratie. Puis c'est un peu une genre d'hypocrisie. On a même parlé d'hypocrisie victorienne, c'est-à-dire que officiellement, on ne vit pas dans le péché, on est marié, puis on est très, très religieux et tout ça. Mais les hautes sphères de la société ont commencé à se donner des droits, notamment de faire du libertinage, donc d'avoir des parties sexuelles, des orgies. Les grands nobles avaient des maîtresses entretenues. C'était presque de la polygynie, mais cachée. Donc l'homme avait sa femme officielle, mais il y avait aussi sa maîtresse dans un autre appart, etc. Ouais. Et ça a donné lieu donc à toutes sortes de pratiques. L'homosexualité était en plein essor, mais encore dans des milieux nantis et cachés. Bourgeois. La contraception, les femmes entretenues, un foisonnement de littérature érotique et pornographique, et aussi une grande augmentation des naissances illégitimes. Tu sais, quand on dit un bâtard, c'est un enfant qui a été conçu hors mariage. On est où, là, tu me dis? On est autour du siècle des Lumières, donc 17e, 18e siècle. C'est ça, à peu près. Voilà. Puis il y a eu tellement d'enfants illégitimes qu'on a commencé à avoir vraiment des problèmes d'infanticide, où on tuait ces enfants-là parce qu'ils étaient la preuve du péché et aussi une menace à certains mariages ou certaines unions. Ou certaines richesses. Exactement, notamment chez les rois, les reines. Voilà. On a toutes eu des histoires de ce type-là. Ouf. Oui, vraiment. Un autre moment qui est intéressant à aborder, je pourrais peut-être... Mais là, tu as dit tout juste contraception. C'est que la contraception, dans la religion chrétienne, mais c'est un péché. Tout à fait. C'est contre la nature même de la sexualité qui est faite pour faire des bébés, donc c'est complètement interdit. Mais il commençait à avoir des méthodes de contraception qui circulaient un peu en douce. Voilà. Notamment des techniques de coït interrompu, donc de savoir se retirer avant l'éjaculation de l'homme, mais aussi, par exemple, des préservatifs, à l'époque, qui étaient faits avec des boyaux d'animaux. Oui, comme on avait mentionné un peu plus tôt. Et peut-être d'autres techniques. Là. Je ne suis pas une spécialiste des contraceptions de l'époque, mais on sait que c'était devenu un peu plus disponible à une certaine classe de la société. OK. Qui faisait ce genre de libertinage-là et qui voulait peut-être éviter des grossesses illégitimes si possible. Ensuite arrive la révolution industrielle. OK. On est au 19e siècle environ, où là, dans les années 1800, il y a eu un gros mouvement de société où beaucoup de gens sont partis des campagnes pour venir s'installer dans les villes parce qu'il y avait les usines, les industries. Mais du travail. On a la vision de l'homme et de la femme, on continue à être dichotomique, mais ça a un peu changé. L'homme est devenu l'ouvrier, un peu bestial, travaille dans des usines, dans des conditions très difficiles, et il est le pourvoyeur. Il ramène de l'argent, il ne ramène plus le blé du champ, il ramène de l'argent. Et la femme, elle est au foyer. Elle a été aussi éventuellement dans les usines, mais on la voyait comme plus fragile, émotive, elle doit être protégée des hommes. Une des raisons pourquoi la vision très comme fragile de la femme à l'époque de la Révolution, les Lumières, puis une des raisons pour ça, notamment des femmes riches, c'est à cause de leur linge.
Parce que les femmes étaient prises dans des corsets et des crinolines qui les étouffaient, mais Et qui littéralement, elles perdaient connaissance. Tu sais, les fameux bancs de psychologues, là? Oui. À l'origine, c'était des bancs à évanouissement de femmes. Parce que quand tu as un corset comme ça, tu ne peux pas t'asseoir. Tu peux pas plier. Fait qu'elles se laissaient tomber sur le côté, tu sais, pour pas se péter la tête. Pas des farces. Puis elles manquaient d'air, elles étaient... bon, voilà. Mon Dieu. Ça, je trouve ça intéressant aussi. On peut voir une histoire de l'habillement et du linge. Oh oui, ça aussi, ça pourrait c'est être fascinant. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça vient de me faire penser au film Hysteria. Oui. Où il y a un médecin qui avait compris que peut-être qu'il pouvait soulager oui. les dépressions des femmes en les masturbant. OK, parce qu'on va y revenir. OK. C'est parce qu'il y a... Oui, j'y arrive. OK, parfait. Vas-y. J'y arrive. Donc, à la révolution industrielle, on continue un peu une genre de contradiction entre la sexualité, reproduction, chaste, un peu de type religieuse, oui. officielle, et une sexualité plaisir en cachette. Oui. OK, ça continue. Et donc, il y a un peu ces deux univers-là qui cohabitent. Oui. En plus, les médecins ont commencé à s'occuper de la sexualité. Je dis, les religieux s'en sont occupés, l'État, les seigneurs. Là, les médecins commencent à s'en occuper. Puis là, ils vont parler d'une façon très scientifique, entre guillemets, où là, ce qu'ils essaient de faire, c'est rajouter du poids au message religieux. Les religions disent, mais la sexualité, c'est dangereux pour votre âme. Et les médecins disent, oui, et nous, on rajoute, c'est dangereux pour votre corps. Et là, on commençait à faire des publications scientifiques dans des journaux médicaux où on démonise toutes sortes d'actes. Par exemple, on parle des dangers de la masturbation qui rend sourd, qui rend fou, etc. On l'appelle la souillure manuelle. Wow, que c'est joli! Une planche anatomique publiée dans un journal médical de l'époque. Ça s'appelait « Déchéance et mort de l'adolescent masturbateur ». Puis là, tu le vois, là, la première photo, c'est d'un jeune garçon en pleine santé, de bonne famille. Il commence ses activités de souillure manuelle. Puis là, plus que tu avances sa photo, ben, c'est un dessin. Les boutons, ils poussent dans la face, il se décharne, il se met à cracher, à vomir, puis à la fin, comme quelqu'un qui consomme du crystal meth. Genre. Non, mais vraiment, là, tu sais, on avait toutes sortes de fausses idées comme ça. On avait aussi la même idée par rapport aux... mais hommes... est-ce que scientifiquement, c'est ce qu'on croyait? Ben, les médecins, oui. Oui, ils croyaient. Ben, je pense qu'ils étaient tellement influencés, brainwashés par le message dominant depuis des siècles sur le péché. Parce qu'il y avait scientifiquement rien qui prouvait ça. Absolument pas. Voilà. Mais ils pouvaient se créer des données scientifiques ou des croyances. Mais leur but, c'était de garder les gens en santé en tant que médecin. Ouais. Et je te prescris de ne pas te masturber parce que si tu le fais... Exact. Puis ils ont même fait aussi des interventions chirurgicales. Quand on sait que maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Exact. OK. Ils ont même fait des interventions chirurgicales. Tu sais, on a des histoires de cas médicales où, par exemple, la femme était complètement hystérique. Oui. Donc, elle est folle. Oui, c'est ce que je disais. J'ai fait une clitoridectomie. Donc, le médecin des années 1900 qui coupe le clitoris de la femme et qui dit qu'elle est toute ordonnée normale après. Elle est guérie. Ils ont fait des castrations aussi d'hommes dans la même entité. Puis, on pourrait même parler, au siècle des Lumières puis la Révolution industrielle, d'une pandémie d'hystérie. OK. Parce que l'hystérie, à l'époque, c'était un peu un diagnostic ou une catégorie de maladie fourre-tout. On pouvait mettre très facilement presque toutes les femmes. Absolument. Dès que la femme était un peu émotive, parlait plus fort qu'une autre, avait son syndrome prémenstruel, toutes les femmes étaient hystériques. C'était intéressant de... Des CDF. Au Québec, c'est une CDF, c'est une crise de folle. Juste pour nos auditeurs. C'est intéressant de voir c'était quoi la logique médicale derrière l'hystérie. Hystérie, hystéria utérus. Oui, ben oui, absolument. On parle d'une hystérectomie. Et voilà. Alors, ce qu'ils disaient, eux, c'est que qu'est-ce qui faisait que la femme, son comportement était dérangé, qu'elle était hystérique? C'était son utérus, qui était vagabond dans son corps. Il se promenait. C'est ça qu'il faut que la madame... Ah, regarde donc, ça se ils promène, ont inventé toutes sortes de traitements plus farfelus les uns que les autres, puis qu'il faut aller d'un bord comme de l'autre. Par exemple, ben, ils faisaient la fumigation du vagin. Ils envoyaient de la boucane dans le vagin des madames pour essayer d'étouffer l'utérus en place. Ils ont pratiqué des hystérectomies. Donc, ils ouvraient les madames, carrément, ils leur enlevaient l'utérus. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui était assez allumé pour dire, mais comment ça se fait que l'utérus vagabond est toujours à la bonne place quand j'ouvre les madames? Ça, c'est weird. Je sais toujours où le trouver, mais il est vagabond. Puis, à un moment donné, on s'entend que ça n'avait rien à voir avec la guérison. Mais non.
Puis, pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, ben, à un moment donné, ils se sont dit, ben, les femmes hystériques, c'est qui ont l'utérus engorgé. Pour les désengorger, il faut leur donner des orgasmes. Et là est apparu le trend ou la mode où certains médecins masturbaient leurs patientes pour les soulager. Puis quand ils étaient bons, ben, il y avait des listes d'attente. Ah oui, oui. Ouais. Les line-up, il y avait même certains qui développaient des tendinites. Des tendinites et ça serait à poignet. cause de ça que certains auraient développé les premiers genres de vibrateurs à vapeur. Oh, avant l'électricité. Ah oui, ça va de soi. Ouais, à vapeur, ça, oui. Ouais, puis ensuite électrique, etc. Oui. Ça, c'est quand même très intéressant. Puis le film s'appelle Hystéria, Hystéria. ou La petite histoire du plaisir. Oui. Oh, quel superbe petit film. C'est un beau petit... C'est très romancé, exagéré, mais bon, c'est divertissant. Et c'est basé sur des faits vrais, là. Oui, il y a une base historique à ça. Voilà. Mais là, je terminerai avec... Puis là, il me manque un bout à mon cours, mais on verra. Avec l'époque contemporaine, le 20e siècle, le 21e siècle. OK. Il manque là. Ben, tu sais, là, sûrement que dans les dernières années, il y aurait de quoi à faire, là. Mais ça me met quand même. Allons-y avec le 20e, 21e siècle, où là, on parle un peu de révolution sexuelle. Oui. Mais il faut faire attention parce que c'est pas partout dans le monde, ni dans toutes les cultures. Non, ça, c'est sûr. Fait qu'on parle beaucoup des sociétés développées, occidentales, progressistes. Oui. Où là, ben, on a eu graduellement une certaine libération des mœurs sexuelles, la répression sexuelle, le tabou, tout ça a diminué. Il est encore là, mais il a diminué, puis il a diminué de différentes façons. On a commencé à avoir la recherche du plaisir, on a commencé à avoir des sociétés un peu moins patriarcales, où, justement, les femmes ont commencé à avoir de plus en plus de droits. Okay. Ça, c'est important de se le rappeler. Et les femmes ont commencé à revendiquer. Les droits, à en avoir plus. Et c'est pas partout dans le monde que toutes les femmes ont les mêmes droits qu'on parle ici au Québec. Oh, non. Mais la femme, si on parle de la femme québécoise, ben, elle a commencé à avoir le droit à l'éducation, à l'école. Oui. Elle a commencé à avoir le droit de travailler. Elle a commencé à avoir le droit de posséder, donc d'avoir un compte en banque, d'avoir des choses à son nom. Parce qu'il y a quelques années, historiquement, là, ça fait vraiment pas longtemps que la femme ne pouvait rien posséder à son nom. Elle ne pouvait pas signer quelque chose à son nom. Elle ne pouvait rien faire au niveau... Et bien sûr, pas voter. Non, voilà, le droit de vote aussi. Le droit aussi au contrôle de son corps. Son propre corps. Donc, avec la contraception. Notamment la pilule. La pilule a été révolutionnaire pour ça parce que c'était la première fois que la femme, sans en parler à personne, pouvait elle-même contrôler sa propre... Puis là, quand on voit la recrudescence des gens contre l'avortement aux États-Unis, moi, ça me fait un peu capoter parce qu'encore, on revient à le patriarcat, les hommes qui veulent contrôler le corps de la femme. Mm-hmm. Tout à fait. Je sais, Écarlate, voyons. La serveuse. La serveuse Écarlate... qui moi, il me revient en tête continuellement, surtout du renversement de la Cour suprême aux États-Unis sur le droit de l'avortement. Écoute, c'est flippant, là. Oui. C'est flippant. Puis t'as bien beau dire que là, on fait du pendule, mais là, on dirait que le pendule, il commençait juste à revenir de l'autre bord, que là, déjà, il semble vouloir régresser. C'est pour ça que l'éducation est si importante. Puis l'éducation avec la transmission de l'information, mais aussi la transmission de l'histoire. Parce que si on oublie qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, les luttes, on peut penser que c'est des choses acquises qui ne changeront jamais. Puis on peut avoir une vision très fermée ou petite de la sexualité. Nous, ici, au Québec, on est relativement bien, mais va te promener. Tu sais, des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais été exposés à d'autres cultures, mariage arrangé, les femmes voilées ou les femmes qui n'ont pas de droit... Ils n'imaginent pas. Tu sais, en Arabie Saoudite, là, les femmes ont récemment gagné le droit de conduire et on leur a retiré. Ah bon? Oui, ils ont perdu ça l'air. Mais là, je ne suis pas à jour. Ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant du tout. Là. Au Yémen, les femmes qui sont mariées à l'âge de 8 ans, données... Tu sais, bon... Bon, je reviens à l'époque contemporaine. Pourquoi on a parlé de révolution sexuelle? Tu sais, on parle de révolution sexuelle, il y a des gens qui parlent des révolutions sexuelles, qu'il y a différentes vagues. Oui, ça a du sens. On va se donner certaines idées. Ouais. Notamment, il y a eu les années folles, où là, tout d'un coup, les femmes ont commencé à adopter des vêtements différents. Le pantalon pour la femme, c'était révolutionnaire. Oui. Notamment qui était apporté avec l'arrivée de la bicyclette puis l'équitation. Oui. Ça, les femmes ont commencé à se couper les cheveux courts à la mode garçonne, se sont mis à fumer des cigarettes, aller danser Charleston. Oui. Mais juste ça, c'était une révolution. Nous, on se dit, voyons, c'est la base. Mais non! Non. Ça, faut vraiment être de mauvaise foi pour pas voir ça comme une révolution, mais bon. Une autre chose qui est arrivée après, pendant les guerres, les femmes sont allées pendant les guerres, les femmes sont allées travailler dans les usines parce qu'on avait besoin d'armement, donc, on avait besoin d'une force de travail. Voilà. On reconnaît comme ça. Dans l'après-guerre, il y a eu les baby booms. Oui. Là, on s'était ennuyé. Puis pouf, les baby boomers, c'est la génération d'enfants nés suite à la Deuxième Guerre mondiale.
Et il y a aussi le mouvement Peace and Love. Et le mouvement un peu de révolution, où là, on est allé dans un autre extrême de ouverture commune, sexualité entre tous. Et il y a eu des communes où là, tout le monde couchait avec tout le monde, puis personne ne savait c'était qui les parents des enfants qui couraient librement. Tu sais, on était dans une liberté sexuelle totale. Oui. J'ai parlé ça n'a pas duré longtemps, ça. Non. Puis tu sais, ça a été dans certains excès aussi, mais quand même. Et pas partout. D'autres droits qui sont arrivés, le droit au divorce, qui est quand même un très droit récent. Très récent, mais très important quand on pense au patriarcat, au mariage, à tout oui, ça. Oui. Puis, souvent... puis encore ça aussi, ça a été tout un parcours parce que tu pouvais pas juste divorcer pour n'importe quelle raison, là. Les raisons ont évolué avec le temps parce que, ouf. Oui. Ouf. Puis, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que plus les droits de la femme puis la libération de la femme avance, souvent, ça vient de pair avec la libération d'autres droits pour d'autres minorités. Par exemple, pensons aux minorités de la diversité sexuelle. OK. Tu sais, souvent, il y a eu une libération féminine, un mouvement féministe important, puis c'est greffé à ça où a suivi le mouvement de libération de l'homosexualité, puis là, on est dans un mouvement de libération de l'identité sexuelle. Tu sais, donc, il faut voir ces mouvements-là comme des vagues qui peuvent passer, entraîner d'autres minorités. Puis avoir comme des mouvements vers l'avant, puis des mouvements de recul. Ah oui, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie des polarités là, qui se confrontent, et puis il y a tellement de gens qui ne veulent pas de ces évolutions-là, au contraire. Là. Fait que ça, c'est pas étonnant que ce pendule-là se promène, mais en même temps, je suis toujours un petit peu sidérée de voir la lenteur de certains changements et la résistance. Oui. Et la résistance, je suis toujours un peu étonnée de voir en quoi, pour certaines personnes, d'offrir de la liberté à quelqu'un, comment ça t'enlève, toi, ta liberté. Mais souvent, ça part d'un manque de connaissances. Et d'instruction, c'est l'éducation qui est tellement importante, parce que selon moi, en 1-2 générations, tu peux complètement changer une société par l'éducation, notamment à la sexualité, à l'équité des droits hommes-femmes ou des personnes, tu sais. Oui, vraiment. Mais donc, cette résistance-là, c'est parce que les gens, à mon sens, on sait que l'inconnu chez l'être humain, c'est quelque chose que l'être humain craint toujours. Mais en même temps, j'ai toujours un petit peu l'impression que c'est un petit peu de paresse aussi, parce que c'est ce que je sais, c'est ce que je connais, puis on s'arrête là, puis on veut pas tellement être obligé de faire des vagues ou d'être confronté à des choses qui peuvent nous offenser. Fait qu'on veut cette espèce de petit statu quo, puis on reste, mais en même temps, c'est que ça nous sert. Alors, ça ne nous sert jamais, encore moins à court terme, mais à long terme, parce que là, tu penses pas, toi, à ta fille plus tard? Je pense, là, je parle des filles, parce que là, on a vu au cours de l'histoire comment le parcours, bon, c'est pas qu'on est surpris, mais l'évolution par rapport à la sexualité féminine et tout, mais c'est parce qu'il va en être encore des millions. Vous n'avez pas nécessairement envie que ça soit plus agréable et plus inclusif, cette espèce de partage de cette terre qui est la nôtre. Enfin. Tout à fait. Puis moi, c'est un peu ce que je rêve, puis ce que j'irais dans, mettons, si j'avais à rajouter une petite photo, tu sais, dans notre survol d'aujourd'hui, bien, ça serait peut-être, à partir d'aujourd'hui, bien, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui peut arriver dans la sexualité? Oui, vas-y donc. Bien, c'est sûr qu'il y a des notions, je pense qu'ils vont, éventuellement, dans les livres d'histoire, être importants. Je pense que tous les réseaux, puis le réseautage, le téléphone, réseaux sociaux et tout ça va avoir eu un rôle à jouer dans la façon que les gens se matchent ensemble, que prennent contact dans leur vision de la sexualité aussi. L'accessibilité incroyable à la pornographie et de différents contenus pornographiques. Il y a toujours eu de la pornographie, mais comme ça, accessible comme ça au bout des doigts, là, dans notre téléphone, dans notre chambre, jamais. Donc, il y a ça qui est intéressant. Il y aura aussi l'éducation sexuelle à regarder. Il y aura, tu sais, comme plein de choses à venir, voir comment ici ça évolue, comment ailleurs aussi ça évolue, tu sais. Et on serait vraiment, tu sais, j'ai hâte de voir, là, vers quoi ça s'en va. Puis, on peut déjà prédire qu'il y aura du changement et qu'il y aura des vagues ou des mouvements de pendule vers plus de liberté sexuelle et d'autres fois plus de répression. Et là, à ton sens, si tu prends un petit... on s'arrête et on se dépose dans un petit oiseau.
Où tu penses qu'on est sur cette espèce de pendule? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une couple d'endroits dans le monde où on va aller vers la répression. Ouais. Parce qu'on a eu une époque d'ouverture. Okay. Fait que si on suit la logique, mais en même temps, continuons l'éducation. Puis là, avec justement le pouvoir, tu sais, les réseaux sociaux ont des désavantages, mais il y a aussi des avantages de possibilité de transmettre un message à des endroits où ils ne pouvaient même pas se rendre, oui. Tu sais, avant. Oui. Fait que, je sais pas. Ouais. C'est comme si j'avais une boule de cristal, je ne l'ai pas. Ouais. Mais c'est très intéressant d'y réfléchir. Et en même temps, toi, tu as quand même fait ta part et tu continues à faire ta part, justement, pour t'assurer qu'on ne retourne pas vers l'arrière et qu'on reste avec les ouvertures des esprits, de ces jeunes esprits que tu formes. Tout à fait, puis à garder l'idée qu'il faut continuer à, quelque part, se battre pour ces libertés-là, qu'elles ne sont pas acquises pour toujours. Oh non. Tu sais, souvent, moi, je termine des fois le cours en parlant du féministe, tu sais. Oui. Puis de dire, ben, tu sais, moi, quand je donne mon cours, je me présente comme une féministe, mais je leur demande, tu sais, faut-tu être une femme pour être un féministe? Puis certains, ils sont pas trop sûrs. Bon, moi, je pense que non. Il y en a certains hommes qui se sentent mal de s'appeler féministe. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Dans ma tête, c'est l'idée que toutes les personnes devraient avoir des mêmes droits. Y a-t-il un terme plus inclusif? Pour l'instant, il y a pas. Ben, il y en a qui, comme j'étais en train de lire un livre super intéressant qui s'appelle Cocorico, les gars, faut qu'on se parle. Oh, puis lui, il dit, ben moi, je suis pas à l'aise de m'appeler féministe, mais je me considère un allié. Oh, un allié. Ouais. OK. Tu sais, ça peut être intéressant. OK. Mais tout ça pour dire que, tu sais, il faut continuer à se battre pour le droit des femmes, notamment, mais aussi le droit des minorités, quelles qu'elles soient. Exact, c'est vrai. Et il y a un nouveau propos aussi qui commence à sortir, parce que, tu sais, il y a eu aussi #MeToo, dénonciation. Oui. Ça, c'est tout un mouvement que j'ai ton pas part. analysé, j'ai pas intégré dans mon cours encore. On est dedans, on le vit, l'histoire maintenant. Et un mouvement aussi qui dénonce la masculinité toxique. Oui, c'est vrai. Et elle a été dénoncée par plusieurs féministes, mais là, elle commence à être... le message commence à être repris par certains hommes. D'ailleurs, ce livre-là, c'est exactement ça. Les gars, il faut qu'on se parle, là. Oh, c'est du bonbon. C'est la musique à mes oreilles, ce type de discours-là, parce qu'en effet, il faut que tout le monde... se remette en question ou se positionne et ou juste prendre une prise de conscience. Ouais. C'est surtout ça, là, quelque part. Wow! Wow! Avec ça, on achève, on a fait notre grand survol. De premier cours, c'est magnifique. Je suis fascinée. Je me sens tellement privilégiée, si tu savais. Merci tellement. J'espère, nos sexophiles, que vous avez bien sûr apprécié autant que moi. Vous avez compris que c'est quand même un survol de son cours, mais en même temps, tu l'as pas mal fait comme si tu le ferais. C'est un cours de 3 heures, ça? Oui, je sais. Puis, mais c'est quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un survol historique dans le sens... Oui, voilà. Je ne suis pas historienne, on l'avait déjà précisé, je le reprécise, je ne suis pas sexologue. Et en 3 heures, on ne peut pas faire l'histoire de la sexualité. Là. Ce n'est que certaines petites photos pour avoir une idée globale de que la société, la culture et l'époque influencent énormément la sexualité et qu'on peut aller dans des mouvements de balancier vers plus de liberté ou plus de répression. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Le mandat est tout à fait rempli. Alors, merci encore une fois. Ça a été un plaisir. Et dis-moi donc, le prochain cours... On serait le cours 2 et on va parler de quoi? Juste pour mettre un petit peu l'eau à la bouche à nos sexophiles. Bien, justement, quelque chose qui est arrivé dans l'époque contemporaine, 20e, 21e, c'est la naissance de la sexologie, c'est-à-dire de l'étude scientifique de la sexualité. Donc, j'ai les chairs de poule de mon deuxième cours, je commence à parler de ça, de comment on étudie la sexualité, quels étaient les premiers grands chercheurs, les premières grandes recherches avec leurs données, mais aussi c'est quoi les méthodes de recherche, c'est quoi les erreurs de recherche, les défis dans la recherche sur la sexualité. Les ratés, et ainsi de suite. OK. Alors, le cours s'appelle... Laisse-moi... méthode de recherche et... je me rappelle pas. C'est correct. C'est correct. Attends. OK. Juste pour le fun. Juste pour le fun, méthode de... recherche et sexologie. Méthode et... OK. Recherche et sexologie, c'est un rendez-vous pour un deuxième cours. Pour ce retour en classe que j'apprécie encore une fois tellement. Allez, alors... C'est la cloche? Hein? Allez, dans la cour d'école, on se retrouve. Allez en paix, comme je dis à mes étudiants. Oh, tu vrai? Tu leur dis ça? OK. Alors, merci encore, Jade, et puis à bientôt pour un deuxième.